emportent vers leur foyer les soldats de la liberté. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont essayé de faire de la France un protectorat. Un formidable outil de propagande. L'Amérique vit par la guerre. Il y a toujours eu un lobby américain en France. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Omerta. Omerta, vous le savez, ce sont des reportages, des documentaires que vous pouvez retrouver sur le site internet de omertamedia.fr. Vous avez aussi l'ensemble de nos contenus sur l'application Omerta que vous pouvez télécharger. Tous les liens disponibles sont en dessous de cette vidéo. Et aujourd'hui, je reçois en entretien Monsieur Marc Touati. Bonjour. Bonjour Merwan, bonjour à toutes et à tous. 30 ans d'activité économique. Ouais. 54 ans il y a quelques jours, bon anniversaire. Merci beaucoup, merci. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce parcours? En fait, c'est très simple. J'ai commencé ma carrière en 1994 comme enseignant-chercheur à Paris en Panthéon-Sorbonne. Donc j'étais prof à la fac, maître de conférences, etc. Et puis après, je suis rentré à la Banque Populaire en 1995, par hasard presque. Et puis j'ai créé les études économiques en 1997. J'avais donc à l'époque 27 ans. Je suis devenu le plus jeune chef économiste de France à l'époque. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance, que j'ai fait une proposition au président des banques populaires pour lui dire il n'y a pas vraiment de service d'études économiques, il faut en créer un. Il m'a dit allez-y, on y va. Et c'est vrai que mon idée, c'était de démocratiser un petit peu l'économie, parce que je sentais qu'il y avait quand même un manque très important. Sans être méchant, mais la plupart des économistes étaient et sont encore aujourd'hui beaucoup un petit peu abscons. On ne les comprend pas, ils complexifient des choses simples, etc. Voilà. Sauf que, évidemment, on doit avoir cette culture économique. L'un des plus grands mots MAUX de la France, c'est qu'il n'y a pas de culture économique, ou très peu. Une culture de lutte des classes, trop souvent malheureusement. Et quand on voit les manuels d'économie au lycée, c'est une catastrophe, si vous voulez. Bon, et même à la fac, bon, bref. Et à Sciences Po également, parce que j'ai également maître de conférence à Sciences Po, c'était pas génial non plus. Et d'ailleurs, j'ai arrêté depuis. Mais tout ça pour dire que, je me dis, il faut démocratiser l'économie. Et ça a commencé comme ça, et c'est vrai que j'étais l'un des premiers à démocratiser l'économie, du moins à essayer de le faire. Et je me rappelle, en 97, il y avait la crise asiatique. Donc j'ai fait ma première télé à l'époque, c'était LCI. Je n'avais jamais fait de télé, je n'étais pas préparé à ça du tout. Et donc, il fallait expliquer la crise asiatique, tout simplement. Et donc, j'expliquais tout à fait naturellement. Et le directeur d'LCI à l'époque, c'était Jean-Claude Dacier, est descendu, il me voit, il me dit c'est vous l'économiste que j'ai entendu là? C'est la première fois que j'entends un économiste et j'ai compris ce qu'il disait. Donc on va vous réinviter. Voilà. Puis ça a commencé comme ça. Après, mon service a grossi. On est devenu Natixis Banque Populaire. Il y a eu une fusion et j'ai emporté la partie. Et puis après, en 2007, malheureusement, il y a eu une autre fusion avec Xis. Là, c'est moins bien passé. Donc je me suis dit, bon, il ne faut pas que je reste, il faut que je garde mon indépendance, etc. Et donc j'ai créé mon cabinet d'études économiques, à ces défis, aux commandes de l'économie et de la finance. Et ça a très bien fonctionné. Donc je suis toujours là. C'est formidable. Et il y a 4 ans, j'ai créé ma chaîne YouTube, un peu comme vous. Et c'est vrai que je ne m'y attendais pas parce que c'était le corona, on était enfermés, etc. Bon, on ne pouvait pas bouger. Donc je dis, bon, je vais quand même... C'est mes enfants qui m'ont dit, papa, tu devrais créer cette chaîne YouTube. Moi, j'y croyais pas trop, effectivement. Et aujourd'hui, on est à 185 000 abonnés, donc c'est formidable. Et je pense que c'est important de démocratiser l'économie, notamment vis-à-vis des jeunes. Parce que c'est vrai que les plus anciens me connaissent depuis longtemps, les plus jeunes un peu moins. Donc avec cette chaîne YouTube, justement, on touche également, je dirais, pas mal de jeunes. Et ça, c'est important parce que malheureusement, on a encore une fois cette culture économique qui est pas assez développée. Et dans mes vidéos, justement, je montre les choses. C'est pas simplement un discours d'économiste. Je montre des graphiques. Toujours réaliser sans trucage, comme je le dis souvent. Et c'est important de visualiser, parce qu'on entend tellement tout et n'importe quoi. C'est nébuleux, parfois. Ah oui, d'un point de vue économique, d'un point de vue politique. Et on est obligé de croire ce qui nous parle, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas voir. Là, je montre, donc on visualise. Ce sont des chiffres tout à fait officiels. Ça, c'est important, parce que, vous voyez, encore la semaine dernière, les chiffres de l'inflation sont sortis en France. Et dans tous les médias mainstream, comme on dit, on a entendu l'inflation baisse, donc c'est croire que les prix baissaient. Alors que ça n'a rien à voir. Parce que ce que j'explique dans ma dernière vidéo, c'est-à-dire l'inflation, effectivement, elle baisse, parce que l'inflation, c'est une variation annuelle, mais les prix continuent d'augmenter. Vous vous rendez compte qu'en France, depuis janvier 2021 jusqu'à août 2024, les prix ont augmenté de 17,7%. Dans l'alimentaire, on est à plus de 22% de hausse. Dans l'énergie, à plus de 48% de hausse. Donc quand on dit aux Français, non, tout va bien, ça y est, l'inflation baisse, en leur laissant croire, essayer de leur faire croire que les prix baissent, ils vous disent, non mais c'est pas possible, on n'a pas compris. C'est pas du tout notre quotidien. Donc c'est ça qui est aussi dangereux, c'est le décalage entre les déclarations des politiques ou des économistes et puis le concret, la vie concrète. Et moi je le dis souvent, c'est vrai que j'aurais pu commencer plus tôt ma carrière, parce que moi je viens des cités HLM d'Orly.
Donc c'est vrai que j'ai connu l'adversité, j'ai réussi à m'en sortir, hein, donc j'ai eu beaucoup de chance, j'ai aussi beaucoup travaillé, mais c'est vrai que globalement, quand on a connu l'adversité, eh bien, on comprend la réalité économique. Vous voyez. On sent le déficit d'information d'un côté. Complètement. Et on sent surtout le décalage entre les belles paroles des dirigeants et puis le terrain. Et aujourd'hui, je continue le terrain parce que je fais beaucoup de conférences dans toute la France et même dans le monde entier, avec des chefs d'entreprise notamment, parfois des particuliers également pour tout ce qui est épargne et autres. Et c'est vrai que c'est important de garder ce contact avec le terrain. Quand on voit aujourd'hui voilà, certains partis ou certains dirigeants de partis politiques, ou du moins qui veulent prendre le pouvoir également, qui nous disent bah non, mais on n'a qu'à augmenter les impôts et tout ira bien, les entreprises se sucrent sur notre dos. Alors que la plupart des PME, évidemment, souffrent aujourd'hui. Il y a une flambée des défaillances d'entreprises, on va en reparler, je pense. Mais, donc je me dis, mais là aussi, on est trop loin du terrain, vous voyez. Bon, peut-être j'avance sur ce qu'on va dire, mais quand j'entends aujourd'hui, disons, des économistes patentés, renommés, entre guillemets, mais qui sont très marqués politiquement, donc ils sont dogmatiques, ils nous disent, ah ben, si on augmente les impôts, tout va bien se passer, on va réduire le déficit. Mais ça, si vous voulez, c'est ce qu'on apprend en première année d'économie. Je l'ai enseigné d'ailleurs, c'est que si vous augmentez trop les impôts, eh bien vous cassez la croissance économique, donc vous réduisez l'assiette fiscale, donc on ponctionne plus, mais sur un gâteau plus petit. Bien sûr. Donc à la fin, on a moins de recettes fiscales qu'avant. Donc c'est quand même incroyable que des économistes, ça c'est même pas de l'économie, c'est du bon sens. Vous voyez, surtout en France où on est numéro 1 du monde en termes de pression fiscale. Alors on va y revenir, on va arriver à ce sujet-là. J'aimerais qu'on commence par parler un petit peu d'actualité, grosse actualité qui dure. C'est cette absence de gouvernement, ce flou politique en France. Quelles peuvent être les conséquences de cette situation? Écoutez, c'est une vraie catastrophe, il faut être honnête, hein, je veux dire aujourd'hui, surtout qu'on ne voit pas d'issue. Moi, ce que j'aime bien, notamment dans mes conférences ou autres, c'est toujours à la fin, je donne une vision un petit peu positive, optimiste. On dit voilà l'issue. Ça va mal, mais on peut s'en sortir. Là, on ne voit pas d'issue, puisque il n'y a pas de majorité, comme vous le savez. Le gouvernement n'arrive pas à le trouver. Alors, il y a deux grands cas de figure. Hein. Soit on prend un gouvernement NFP, quoi, on va dire de gauche, mais là, évidemment, les taux d'intérêt vont exploser, puisqu'il nous dit que le déficit public, il s'en fiche, sauf qu'on doit le réduire. Ce n'est pas pour Bruxelles qu'on doit le réduire, c'est pour nos enfants, pour notre crédibilité. Je vous rappelle qu'on est extrêmement endetté, hein, 3 200 milliards d'euros de dette publique, que 50% de ces dettes est détenue par des étrangers. Donc, il faut leur montrer patte blanche, hein, si vous voulez. Donc, si on a un gouvernement qui nous dit le déficit public, on s'en fiche, là, évidemment, on va être dégradé, les taux d'intérêt vont exploser et le pays va s'effondrer. Donc, premier cas de figure, et puis, bon, encore faut-il qu'il réussisse à faire passer des lois, parce qu'il n'a pas la majorité. Bien sûr. Et puis, alors, si on a un gouvernement global, c'est ce qu'on nous dit peut-être d'union nationale, mais quel va être le programme ? Parce qu'entre NFP et puis la droite, voire l'extrême droite ou l'extrême gauche, on ne sait pas trop quoi, qu'est-ce qu'on va proposer demain aux Français ? Quel va être le programme ? Si à chaque mesure, à chaque loi, il y a une motion de censure qui est votée, donc le gouvernement va sauter, donc on n'aura pas fini. Ouais, donc c'est ça qui est inquiétant, c'est que c'est devenu ingouvernable. Et là, il s'est passé dans l'actualité, donc il y a quelques jours, Bruno Le Maire qui a lancé un pavé dans la mare incroyable. Il a annoncé que le déficit public était en train d'exploser. Ça avait dérapé. Ah oui, mais moi, ça fait 8 mois que je l'annonce. Parce qu'en fait, je ne suis pas devin, simplement, je regarde les chiffres. S'il y a moins d'activité économique et qu'il y a plus de dépenses, mécaniquement, le déficit public augmente. Et ce qui est incroyable, c'est que le gouvernement a refusé d'annoncer la couleur. Là, il le découvre aujourd'hui. C'est quand même un petit peu bizarre. Mais surtout, ça montre que le déficit public français est devenu incontrôlable. Et ça, c'est très dangereux, parce que si on n'arrive pas à contrôler nos finances publiques, eh bien là aussi, les taux d'intérêt vont augmenter. Et quand les taux d'intérêt augmentent, il y a un impact concret pour les Français. C'est que ça casse l'activité économique, donc il y a du chômage qui augmente, donc il y a évidemment un malaise social qui grandit, qui est déjà énorme et qui va encore augmenter. Sachant qu'en plus, comme je l'évoquais tout à l'heure, l'inflation, elle est toujours là. Donc pour les ménages, et notamment la classe moyenne, c'est une catastrophe. Donc cette absence de gouvernement, et on en revient encore malheureusement à l'erreur qui était cette dissolution décidée n'importe comment et à la va-vite, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il y a un gros problème. Donc on ne voit pas comment on peut s'en sortir. Alors est-ce que M. Macron va finir par démissionner ? Est-ce qu'il y aura peut-être d'autres élections donc présidentielles puis législatives ? On ne sait pas trop, mais en tout cas, la France est entrée dans une crise politique durable. Et donc, je ne vois pas comment on va pouvoir diriger la France pendant 2 ans et demi sans majorité à l'Assemblée. Alors, on va faire quoi ? On va faire passer des lois comme ça à la va-vite, etc. Puis, il y a le budget 2025, qui devrait être terminé déjà. D'ici octobre, qui devrait voilà, mardi d'octobre, on doit le présenter, donc ça devrait être déjà bien ficelé. Il n'y a rien.
Le 20 septembre, la France doit justement présenter, parce que vous savez que la France subit une procédure de dérapage budgétaire vis-à-vis de Bruxelles, et on doit présenter, donc le 20 septembre, c'est demain, un projet de réduction de ce déficit. Là, qu'est-ce qu'on va présenter? On ne sait pas trop. Donc, il y a aussi le risque de mise sous tutelle de... Alors là, on n'en est pas encore là. Ça, c'est la vision ultime, évidemment, mais malheureusement, rien n'est impossible. On voit ce qui est en train de se produire aujourd'hui. À ce moment-là, rien n'est impossible. Bah oui, aujourd'hui, encore une fois, il n'y a pas de direction. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas de direction. Et puis surtout, le problème, c'est que les gouvernements précédents ont fait flamber la dette publique. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Parce que si je regarde depuis 2020, la dette publique française a augmenté de 780 milliards d'euros. C'est quand même pas rien. Et pourquoi comme résultat? Le PIB sur la même période, donc augmenté de l'inflation, a augmenté de 420 milliards d'euros. Donc là, c'est un gros problème. J'ai mis 780 milliards de dette publique, je récupère 420 milliards de PIB. Qu'est-ce qui explique cette déconnexion, le fait que l'État investisse de plus en plus d'argent pour si peu de rendement? Vous l'avez dit, en fait, c'est qu'il n'investit pas, il dépense. Et c'est ça la grande différence. Et ça, les Français ne le savent pas. Parce qu'aujourd'hui, quand par exemple on me dit « Ah oui, mais voilà, la dépense publique, c'est vrai qu'on est numéro 1 du monde. C'est 57,3% de notre PIB, chiffre harmonisé du FMI. Et ça, c'est le chiffre de 2023. 2024, ça va peut-être plus. Ça sera sûrement plus d'ailleurs. Donc on est numéro 1 du monde. Et donc, la dépense publique, elle est là. Simplement, c'est un problème d'allocation de cette dépense publique. La dépense publique, là, en 2023, on a les chiffres de l'INSEE, tout à fait officiels, c'est 1600 milliards d'euros. Tenez-vous bien, c'est ça qui est fou. Sur l'ensemble de cette dépense publique, 33%, ce sont des prestations sociales. D'accord? Donc là, on peut comprendre, oui, c'est l'État-providence, bon, même s'il y a beaucoup de gaspillage, évidemment, on pourra affiner. Vous considérez que c'est le modèle français? Admettons, mais je pense qu'on pourra quand même améliorer le système, bien entendu. Mais le pire, c'est pas ça. C'est qu'on n'en parle jamais, mais le deuxième poste, c'est quoi? 32% de ces dépenses, ce sont des dépenses de fonctionnement. C'est quand même complètement fou. C'est-à-dire, c'est pas de l'investissement, c'est pas du social, du fonctionnement. Donc, bien sûr, dans les collectivités locales, sociales, l'État, etc. Donc, on dépense excusez-moi l'expression, n'importe comment. Ce qu'on appelle le millefeuille administratif. Ça veut dire qu'il y a des couches partout, il y a des strates de dépenses publiques partout, et à chaque fois, c'est les mêmes dépenses. Donc, bien sûr qu'il y a des doublons, bien sûr qu'il y a de l'inefficacité. Donc, c'est ça qui, aujourd'hui, est très dangereux, parce qu'on augmente la dépense publique, mais les services publics se détériorent. Leur qualité se détériore. Donc c'est bien. C'est la preuve que ce n'est pas un problème de quantité, la quantité est là, mais de qualité de ces moyens. Donc il faut complètement repenser la dépense publique. Et là, j'en veux quand même à nos dirigeants depuis des années, pas seulement dernièrement, mais dernièrement, ça fait également 20 ans que j'essaye de conseiller du moins nos dirigeants, enfin du moins je veux les voir, ils me sollicitent, je leur donne, j'essaye de les convaincre, mais ça ne marche pas. Parce qu'ils en ont, excusez-moi l'expression, ils n'en ont rien à faire. Ce qui compte pour eux, c'est soit d'être élus, mais c'est surtout d'avoir la paix sociale. Sauf qu'on n'a même pas la paix sociale. Et donc, c'est ça qui est dangereux, cette fuite en avant. Et je n'ai pas arrêté de le dire à Bruno Le Maire, arrêtez d'augmenter cette dépense publique. Mais non, à l'époque, pas que lui, la plupart des économistes français, on était sollicités par Bercy régulièrement. Moi, une fois, je me rappelle d'une réunion, c'était en 2021, je crois, et j'avais dit, il faut arrêter d'augmenter la dépense publique, la dette publique. Vous voyez, le corona, on en était presque sorti à l'époque. Et là, tout le monde me dit non, mais on s'en fiche complètement, c'est pas grave. Les économistes de salon et pas seulement, qui me sautent dessus, pas physiquement bien sûr, mais par la parole, et qui disent à cette réunion, mais non, on s'en fiche, il faut augmenter la dette publique. De toute façon, la dette, on la renouvelle en permanence. C'est la Banque centrale européenne qui achète la dette publique au travers de la planche à billets. Donc, on risque rien. Les taux d'intérêt n'augmenteront jamais. On risque rien. C'est quelque chose d'inconsidéré, d'irresponsable, puisque vous engendrez un système où vous créez de l'inflation. Exactement. Non, mais vous vous rendez compte, l'irresponsabilité et le manque de discernement. Et encore une fois, je n'ai pas donné de nom, mais des gens très sérieux, a priori, intelligents même, d'après ce qu'on peut imaginer. Mais encore une fois, c'est le b.a.-ba de l'économie. C'est-à-dire que, on a vu ce qui s'est passé. Si vous augmentez, vous créez trop de demandes par rapport à l'offre, eh bien, l'inflation augmente. C'est ce qui s'est passé. L'inflation, attention, elle n'est pas née avec la guerre en Ukraine. L'inflation a commencé dès 2021, parce qu'on a trop augmenté la demande par rapport à l'offre. Après, évidemment, la guerre en Ukraine, ça a continué avec le problème des prix énergétiques, etc. Sauf qu'aujourd'hui encore, ça continue. Il n'y a pas eu de baisse des prix. Vous voyez, ça qui est fou. Quand vous voyez que les prix de l'alimentation ont augmenté de 22%, de 2021 à aujourd'hui, et on nous avait promis des baisses de prix dans l'alimentation. Ben non, ça ne baisse pas. Pourtant, les cours des matières premières, ils ont baissé. Pareil sur l'énergie. Alors, il y a une répercussion à la hausse, mais pas à la baisse. Il y a quand même un problème, vous comprenez ? Donc, là, encore une fois, parce qu'on a entretenu artificiellement la demande. Normalement, comment ça se passe ? Quand les prix vont trop loin,
ben, la demande s'arrête. On se dit, oh là là, stop, on consomme moins. Donc, le distributeur, le vendeur, il dit, oh, ben, je ne vends plus, donc je baisse mes prix. Il rééquilibre. Et on rééquilibre. Bien sûr. Là, comme on a entretenu artificiellement la demande, se disant les boucliers tarifaires, etc., ben donc les producteurs, les distributeurs, du moins surtout les distributeurs, se sont dit, bah, je continue d'augmenter mes prix, il n'y a pas de problème, Pas de parce raison que j'ai une d'arrêter. demande en face. Et donc l'inflation continue. Mais oui, c'est du b à bas. Donc ça, l'erreur, elle vient de la gestion du coronavirus. Et puis après, cette planche à billets, évidemment, a généré cette flambée inflationniste, sauf qu'il a fallu l'arrêter, la planche à billets. Et donc c'est là où maintenant on a le juste prix des taux d'intérêt, des obligations d'État. Parce que c'est vrai que pendant des années, les obligations d'État étaient autour des zéros pendant le coronavirus, etc. Et donc ça, c'est devenu très dangereux parce que ce qu'on appelait l'argent magique. Et c'est très dangereux parce que c'était ce qu'on appelle un aléa moral. Vous savez, moi, pendant des années, quand j'allais voir les dirigeants français, je leur disais, faites attention, si vous augmentez trop la dette publique, les taux d'intérêt vont augmenter, vous allez casser la croissance, ce qui est logique. Sauf que là, avec le coronavirus et autres, eh bien, plus vous augmentez la dette, plus les taux d'intérêt baissaient. Vous vous rendez compte qu'on avait des taux d'intérêt négatifs sur la dette publique. Ça veut dire qu'il fallait payer pour avoir le droit d'acheter de la dette publique française. Il faut être fou quand même. Oui, mais parce que c'était la BCE qui finançait également cette dette publique. Donc ça faussait un petit peu les conditions de marché. Sauf que ça finit évidemment par s'arrêter. Donc les taux d'intérêt maintenant sont en train d'augmenter tout à fait logiquement. D'abord les taux monétaires, bien sûr, mais aussi les taux obligataires, les taux sur les obligations d'État. Et donc là, il y a un impact concret pour nous, parce que ça veut dire que tous les taux d'intérêt des crédits augmentent. Et là, ce qui se passe dans l'immobilier, les prix s'effondrent parce qu'il n'y a plus de crédit, ou très peu, pas assez en tout cas. Donc ça veut dire que quand les taux d'intérêt augmentent, une entreprise, un ménage ne peut pas s'endetter, donc il ne peut pas continuer de croître, de consommer, d'investir. Donc ça casse l'activité économique. Et puis après, il y a un dernier élément, quand les taux d'intérêt augmentent, la charge d'intérêt de la dette augmente. Et là, j'en veux aussi à beaucoup d'économistes et de politiques, et encore aujourd'hui, qui nous disent la dette publique ne coûte rien. Parce que c'est l'État français, on s'en fiche. Mais quelle honte de dire un truc pareil, quelle irresponsabilité. Vous savez combien ça nous coûte aujourd'hui chaque année, le chiffre de 2023, on n'a pas encore 2024, 54 milliards d'euros juste pour payer les intérêts de la dette. Et bientôt, ça va nous coûter 75 milliards d'euros minimum, si tout va bien. Sauf que les taux d'intérêt vont continuer d'augmenter, parce que si la France ne baisse pas ses déficits, les taux d'intérêt de la dette publique vont encore augmenter, la charge d'intérêt va encore augmenter. Rendez-vous compte, j'ai fait le calcul. Si on s'arrête là, si tout va bien, ça va nous coûter sur 5 ans 300 milliards d'euros juste de charges d'intérêt de la dette. Vous vous rendez compte ce qu'on fait avec 300 milliards d'euros? C'est des hôpitaux, c'est des écoles, c'est ce que vous voulez. Vous êtes en train de dire que l'activité des Français ne sert simplement qu'à financer les intérêts 300 milliards sur chaque 5 année. ans. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça le problème de la dette, ce qu'on appelle la soutenabilité. Si j'ai une dette qui augmente, mais que ça génère suffisamment de croissance et d'activité pour payer les intérêts de la dette, il n'y a pas de problème, on peut continuer. Je dis souvent au diable l'avarice. Alors on dit, bon, il faut arrêter de dire ça. Bon, c'est une expression que j'aime bien. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, oui, on peut continuer. Sauf que là, ce n'est pas le cas. Parce que même si je prends toute ma croissance, je ne paye pas les intérêts de la dette. Il faut encore s'endetter juste pour payer les intérêts de la dette. Et je pense que l'une des grandes raisons, d'ailleurs, parce que quand vous regardez la note de Bercy, donc de la direction du Trésor sur le déficit public, ce qui est dramatique, ce n'est pas seulement 2024, c'est 2025 et 2026. Où nous avons un déficit public à 6,5%. Sans croissance. Donc d'où ça vient? C'est les charges d'intérêt de la dette qui explosent. Bien sûr. Vous comprenez? Et donc, quand on me dit, mais non, la dette ne coûte rien, mais comment peut-on dire un truc pareil? Comment peut-on laisser? Et là, on tape malheureusement sur le manque de culture économique, également des journalistes, parce que je suis désolé, bon, vous avez la culture économique, mais dans beaucoup de médias, malheureusement, les journalistes, on leur dit ça, ils gobent, ah oui, vous avez raison, oui, non, vous n'avez pas raison. Un journaliste doit dire, non, monsieur, la charge d'intérêt de la dette, ça coûte cher. Ce n'est pas un économiste à le dire, c'est au journaliste, quand il fait un débat avec un politique, de le dire. Mais si on laisse passer des fausses idées, on ne va pas s'en sortir. Donc c'est ça qui est très dangereux aujourd'hui et qui va nous coûter malheureusement très cher. Et donc on a eu une campagne législative où on a eu différentes propositions. Là, vous avez fait plus ou moins le bilan, on peut dire, de ce que Bruno Le Maire et Emmanuel Macron ont fait en 7 ans. On a dressé un petit peu l'état des lieux, le chantier. En termes de propositions de droite et de gauche, on sait qu'à gauche, il s'agirait de taxer plus les riches. Mais vous le disiez, on le disait avant l'interview, est-ce que c'est encore possible de taxer plus les riches et de garder un minimum, d'augmenter le minimum des salaires? Alors, il y a deux problèmes. C'est que, comme je l'évoquais tout à l'heure, si vous augmentez les impôts, pas que sur les riches, parce que tout le monde est concerné, encore une fois, parce que selon NFP, on est riche à partir de 4 000 € de revenus. Donc tout le monde est riche, tout le monde, parce qu'on a le revenu médian aujourd'hui en France, à peu près un peu plus de 2 000 €. Ça veut dire qu'il y a la moitié des Français qui gagnent 2 000 € en moyenne, évidemment, par personne. Donc 4 000, ça peut aller vite. J'espère d'ailleurs que beaucoup de Français ont ces 4 000. Donc là,
ben, vous allez payer plein pot. Et surtout, le problème, c'est que donc, vous allez casser l'activité économique, parce qu'on va taxer également les entreprises, et donc le chômage qui augmente. Et donc, qui va payer la facture? Ben, ce n'est pas les riches, ce n'est pas les ultra-riches. Parce qu'encore une fois, il faut être honnête, les ultra-riches, ils sont déjà partis. Ils sont déjà partis, ils sont déjà en Suisse, au Luxembourg, où vous voulez, si vous voulez. Ils ont déjà compris. Et donc, qui c'est qui va rester? Comme d'habitude, c'est la classe moyenne. Vous voyez? Et donc, c'est la classe moyenne qui va payer. C'est ça le drame, si vous voulez. Et c'est là où il n'y a pas de discernement. Vous voyez, je parlais tout à l'heure des cités HLM d'Orly. J'ai toujours cette image. Donc en 80, quand François Mitterrand a été élu, donc c'était une sorte de programme de gauche, si vous voulez, d'actuel, si vous voulez, mais à l'époque, en 81. Donc qu'est-ce que c'était son programme? Nationalisation et surtout augmentation des salaires. Je me rappelle très bien mon père, hein, qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui, mais qui lui était fonctionnaire. Il arrive donc moi j'étais jeune, j'avais 11 ans, et il nous dit tout content, bah, c'est bon, les salaires vont augmenter. Donc il est très content, évidemment. Quand vous voyez les salaires augmenter, je suis très content. Sauf que ce qu'il n'avait pas compris, hein, comme beaucoup de gens aujourd'hui, c'est que quelques mois plus tard, il y avait la répercussion sur l'inflation. Et quelques mois plus tard, l'inflation française, tenez-vous bien, il montait, d'ailleurs c'est le sommet historique, à 14,5%. 82, 14,5% d'inflation. Donc évidemment, toute la hausse de salaire a été mangée par l'inflation. Bien sûr. Vous comprenez? Et ce n'était pas terminé, puisqu'ensuite, les taux d'intérêt ont augmenté. Donc beaucoup de ménages à l'époque, pour justement essayer de vivre normalement, se sont endettés. Il y avait des crédits à la consommation énormes. Après, il y a un mouvement de surendettement des ménages. Et beaucoup de ménages se sont effondrés, malheureusement. Donc là, ce qui est fou, c'est que l'être humain, bon, il est ainsi fait, on oublie. Mais ce que propose aujourd'hui le NFP, c'est exactement la même chose. On va augmenter les salaires, on va augmenter, soi-disant, entre guillemets, la fiscalité, mais ça ne marchera pas. Parce que si vous augmentez la fiscalité, déjà, qui vous allez ponctionner? Les ultra-riches qui ne sont pas là. Les entreprises du CAC 40, le problème, c'est que 80% des profits des entreprises du CAC 40 sont faits à l'étranger, qui sont déjà taxés à l'étranger. Comment va-t-on faire? On va aller les chercher avec des fusils à l'étranger et leur dire, ouais, ça n'a pas de sens. Donc, ce n'est pas praticable. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que, surtout que nous sommes, et ça c'est quand même un grand défaut, nous sommes numéro 1 du monde en termes de pression fiscale. C'est la France. 46% de notre PIB, ce sont des prélèvements obligatoires, comme on l'appelle. Alors bien sûr, il y a une partie de cotisation qui donne des prestations, certes sociales, mais néanmoins, ça reste un niveau prohibitif. Donc si vous augmentez encore ce niveau-là, vous allez casser l'activité économique et vous n'allez rien gagner. Donc, encore une fois, ça, c'est pas de la politique, c'est du bon sens. Et quand je vois certains qui nous disent « non, non, ça va marcher », mais qu'est-ce qui ferait que ça marcherait? D'ailleurs, la dernière fois que quelqu'un a essayé, c'était François Hollande, quand il était président. Et puis quelques mois après, il dit non, non, finalement, et c'est là où il a pris Macron, etc. Ça ne marchait pas, parce que l'activité économique était en train de casser. Et puis surtout, c'est pire qu'en 81. Parce qu'en 81, la dette publique était de 20% du PIB. Donc, c'est là d'ailleurs on a ouvert la boîte de Pandore de la dette publique. Et bon, après, c'était la catastrophe pendant des décennies. On paye encore ces erreurs-là aujourd'hui. Hein. Mais aujourd'hui, on a 110% de dette publique par rapport au PIB. 3200 milliards. Oui, c'est jamais vu. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Le coup près sera dramatique. Et donc, alors, après, le problème, c'est que il n'y a pas aujourd'hui de programme, je dirais, qui a le courage de dire ce qu'il faut faire. Même à droite, un programme de droite libéral, est-ce que pour autant ce serait pertinent Alors encore une fois, moi dans l'aspect libéral, parce qu'en France, l'aspect libéral, on dit néolibéral, c'est mal connoté. En fait, non, le libéralisme, c'est la liberté. C'est ça, c'est-à-dire donner le choix, en fait. C'est ça le libéralisme, c'est ça. Mais l'ultralibéral, non, il faut les deux. C'est ça la force de la France. Le modèle social français, c'est quoi? C'est que nous avons une économie donc libérale, capitaliste, de liberté. C'est ce que je veux dire, parce que quand on voit ce qui se passe dans les économies, je dirais, dictatoriales, c'est pas génial. Hein, donc, parce que là aussi, on le voit, il y a des exemples dans le monde aujourd'hui où on a appliqué le programme LFI ou NFP. On voit ce que ça a donné, c'est une catastrophe. Vous comprenez? Donc c'est ça qu'on veut, parce qu'on peut dire oui, on a oublié, c'est l'histoire. Non, mais là aujourd'hui, ça se passe. Donc, et pourtant, il y a plein de Français, notamment des jeunes, et ça me navre, qui nous disent oui, non, on va y aller, on va le faire quand même. Non, il ne faut pas détruire. Il faut construire, comprenez? Donc c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est que moi je suis bien sûr pour la dépense publique, il faut de la dépense publique, mais il faut qu'elle soit améliorée, il faut que son fonctionnement soit viable et soit efficace. Et il faut arrêter de dépenser n'importe comment, de faire du gaspillage des deniers publics, parce que c'est l'argent des Français, c'est l'argent des impôts. Et après moi j'irais même plus loin, il faudrait même baisser les impôts. Vous voyez, par exemple, la CSG, qui était un impôt temporaire, comme la CRDS, créée en 1991 par Michel Rocard. Et on est encore aujourd'hui avec des niveaux extrêmement élevés. Donc si vous baissez un peu la CSG, vous donnez du pouvoir d'achat pour tous. Parce que tout le monde paye la CSG. Sauf que pour ce faire, il faut baisser les dépenses, bien entendu.
Et notamment, on ne va pas baisser les dépenses sociales, même si je pense qu'on peut les améliorer. Il y a beaucoup de gaspillage, beaucoup de fraude. Il faut jouer Fraude à sur ça. l'assurance maladie. Exactement. Mais surtout, il faut réduire les dépenses de fonctionnement. Ça suffit, il ne faut pas continuer comme ça. Et donc, c'est vrai que c'est un grand chantier, mais c'est le seul qui va marcher. Parce que si on casse tout, évidemment, on mettra des années à nous en sortir. Tout à l'heure, on parlait de la Grèce avant l'émission. Oui, Vous disiez, effectivement, on peut le dire. La Grèce, moi je connais bien parce que je vais souvent, et puis j'avais beaucoup de clients également, malheureusement il y en a eu moins avec la crise grecque. Mais vous savez, donc, quand la Grèce s'est effondrée, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en France. C'est le C'est-à-dire schéma. le même schéma. C'est-à-dire la Grèce était surendettée, même si ce n'est pas le même pays. La Grèce est plus petite que la France, bien entendu, d'un point de vue du PIB. Mais néanmoins, c'est la même chose. C'est-à-dire que on a eu un gouvernement, donc Papandréou à l'époque, de gauche, justement, qui a dit « Non, non, les caisses ne sont pas vides. On va continuer. » J'allais vous demander, est-ce qu'on retrouve justement cette même tendance à pas manipuler les chiffres, mais en tout cas à vouloir... Ah là, c'était pire, parce que là, il y avait un trucage des chiffres. Oui. Mais est-ce qu'on a ça aujourd'hui en France? Est-ce que vous diriez qu'on a ça? J'espère pas. Mais ce qui est sûr, c'est Quand que on voit déjà... que Bruno Le Maire se rend compte qu'au dernier moment, on se pose des questions. Quand on nous annonce que le déficit public... Alors moi, je l'avais vu déjà depuis le début de l'année, puisque j'avais fait mes calculs. Donc c'était dans les effets d'annonce. Si vous voulez. On a dit, bon, on va un petit peu essayer d'endormir les Français, mais dans l'effet d'annonce, on se voyait très bien qu'on allait avoir au moins 6% de déficit public par rapport au PIB dès cette année. Mais, encore une fois, j'espère pas. Alors, par contre, ça pourrait être pire, parce que c'est vrai qu'à l'époque de la Grèce, il y avait, bon, sans rentrer dans le détail, la Grèce avait fait ce qu'on appelle la titrisation, ça veut dire que via la banque américaine Goldman Sachs, ils avaient titrisé tous leurs revenus sur 10 ans, des ports, du loto, etc. Donc ils avaient eu l'argent en cash dès 2000 pour réduire leur déficit, sauf qu'après, évidemment, et puis tous les ans, ils remboursaient à Goldman Sachs. Sauf qu'au bout de 10 ans, donc en 2010, là, le poteau rose a été découvert, donc ils ne pouvaient plus continuer de le faire. Et donc là, le déficit public est passé de 4% à 10%. Donc il y a un problème. Je ne pense pas d'ailleurs qu'on est à ce niveau-là en France, mais vous savez, chaque année, il ne faut pas oublier que la Cour des comptes, elle ne valide pas les comptes de l'État français. C'est important de le dire. C'est important parce que, imaginez une entreprise, moi je fais souvent des assemblées générales d'entreprise, imaginez le commissaire aux comptes, à la fin, il vient, ah ben non, je ne valide pas les comptes. Ça ne fait pas sérieux. Mais nous, ça passe. Nous, au niveau de l'État français, alors c'est vrai que l'État français, il a un actif qui est justement le fait de lever l'impôt, sauf que ça, c'est pas mesurable, mais est-ce que ça peut durer éternellement? Non. Pour reprendre sur la Grèce, effectivement, on a cette situation où, à l'époque, donc Papandréou a dit les caisses ne sont pas vides, on va continuer d'augmenter. Alors qu'on avait un déficit public et une dette publique déjà énorme. Et là, évidemment, la zone euro a failli exploser, parce que l'Allemagne a dit non, on ne va pas continuer comme ça. Et donc tout a failli exploser. Et c'est quand les Grecs ont été voir les Chinois en disant vous allez nous racheter notre dette, on va quitter la zone euro, etc. L'Allemagne a dit non, on peut pas. OK, combien ça coûte? 350 milliards d'euros de dette. On a supprimé cette dette, on a accordé une nouvelle dette, souvent sur 60 ans, à la Grèce. Et donc, ça s'est passé globalement. Après, il y a eu Tsipras, donc le Mélenchon grec, évidemment, plus jeune à l'époque, et puis moins hargneux surtout, qui a voulu mettre aussi tout foutre en l'air. Puis au bout de 2 mois, il a compris que les taux d'intérêt ont explosé en Grèce. On est monté quand même à 15%, même pendant la crise grecque, on était monté même à 30%, des niveaux complètement fous. Et donc, il s'est calmé, et puis donc la Grèce est revenue dans le sérieux, sauf que ça a coûté énormément. C'est-à-dire une récession dramatique. Et vous savez, nous en France, on ne sait pas ce que c'est une récession, parce que justement, on ne veut pas se faire mal. Moi, j'ai vu ce que ça a coûté à la Grèce, et encore aujourd'hui, on en voit les stigmates. Les ports, même l'économie. Vous voyez, par exemple, Athènes, qui est une ville formidable, c'est ce que j'appelle une ville taguée. Il y a des tags partout, et on n'a pas les moyens de nettoyer les tags. C'est dramatique, bref. Même sur des monuments historiques. Enfin bref, mais ça c'est pour la petite histoire. Mais surtout, aujourd'hui, donc, quand on regarde les chiffres, le PIB grec aujourd'hui, c'est-à-dire la richesse grecque hors inflation, tenez-vous bien, elle est encore 20% inférieure au niveau de 2008. Vous vous rendez compte le drame? C'est-à-dire que comme si votre niveau de vie est 20% inférieur au niveau de 2008. Malgré les efforts qui ont été faits. Oui, sauf que la dégringolade a tellement été forte qu'après, pour remonter, c'est dur. Quand vous avez le PIB acheté de 40%, pour remonter la pente, c'est compliqué. Et en France, on est dans un cas de figure qui... Pour l'instant, on a évité ça, bien entendu. Sauf que si ça continue comme ça, j'espère pas qu'on aura 30% de baisse du PIB, mais on peut avoir une très forte récession, bien entendu. Et ça, le drame, c'est que les Français ne sont pas du tout préparés. Et ça, c'était l'une des grandes erreurs du coronavirus, parce qu'on a voulu enfermer tout le monde. On a dit, vous inquiétez pas, ce qu'a dit Macron, l'État paiera. Attendez, mais l'État, c'est qui? C'est nous. Donc, on va lâcher, le quoi qu'il en coûte, etc. Une erreur dramatique, parce qu'on n'a pas affronté la réalité.
qu'on aurait dû l'affronter, cette réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Même si c'est horrible, et je pense qu'il n'y aurait pas eu plus de morts que ce qu'il y a eu, et surtout qu'on a mal géré également, bref, on ne va pas revenir sur le détail, mais je veux dire par là, c'est qu'on a quand même, pareil avec l'inflation. Ah, il y a de l'inflation. Non, non, ben, c'est pas grave, on va faire des chèques, etc. Non, il faut affronter la réalité. C'est ça, la vraie vie. C'est pas les Jeux Olympiques, comme l'a dit Emmanuel Macron. La vraie vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Moi, j'ai cité HLM d'Orly, ben, c'était pas facile. Je m'en suis sorti, je me suis battu. Vous comprenez? Et ben voilà, ben, c'est ça qu'il faut apprendre aux Français. Si demain, vous avez une grave crise, moi, c'est ça qui m'inquiète. Comme les Français ne sont pas du tout préparés à cela, eh bien, la sanction va être dramatique. Parce que là, on peut avoir une crise sociale, sociétale. Voilà, c'est les gilets jaunes puissance 10, etc. Et sans compter les problèmes sociaux, sociétaux. Je suis très inquiet parce qu'il y a des tensions. Moi, je le vois dans la société française aujourd'hui, je le vois à Paris notamment, mais pas seulement. On a une situation aujourd'hui où il y a une tension sociale, même une violence qui, moi, me fait peur. Pourtant, j'ai un district HLM, donc la violence, je sais ce que c'est. Là, aujourd'hui, on a une violence partout. Quand on va sur les réseaux sociaux, comme les gens se déchaînent, même dans la rue, il faut faire attention quand on conduit. Enfin, c'est quoi cette société? C'est ça la France? Non. Il faut. Voilà où on en est aujourd'hui parce qu'on n'a pas voulu dire la vérité aux Français. Ça, je n'ai pas arrêté de le dire à nos dirigeants français depuis des années. Ils nous disaient non, on a un rôle d'optimisme. Oui, vous avez raison, il faut être optimiste. Il faut être réaliste. Parce que si vous mentez, si vous faites le déni de réalité, quand on est confronté à la réalité, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Rappelez-vous, même Madame Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, qui avait dit ah non, nous en Europe, on n'aura pas beaucoup d'inflation. En France, non, ne vous inquiétez pas, l'inflation, elle est sous contrôle. Puis on est monté sur des niveaux à 11%, 10%, regardez l'alimentaire, etc. Donc c'est arrivé. Donc pourquoi on n'a pas dit la vérité? Donc moi, je suis pour cette pédagogie de l'économie, ce que vous faites d'ailleurs sur Omerta, parce que c'est un peu ça aussi, pour dire la vérité. Alors des fois, elle n'est pas facile à entendre, mais au moins on la connaît. Une fois qu'on dit la vérité, à ce moment-là, on peut réagir en conséquence. Parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est de s'en sortir. Le but, c'est pas de tout casser. Le but, c'est de construire. Et moi, aujourd'hui, ceux qui proposent de tout casser, non, ce sont des destructeurs, ces gens-là. Et ceux qui paieront la facture, c'est souvent, malheureusement, ceux qui ont voté pour eux. C'est-à-dire, malheureusement, la classe moyenne, voire moyenne inférieure, parce que ça aussi, c'est un des grands drames de la France. La classe moyenne, elle s'appauvrit. Et ça, c'est dangereux, parce qu'un pays développé, c'est quoi? Bon, ok, il y a un petit peu de riches, même s'ils sont plus là aujourd'hui. C'est les gilets jaunes qu'on a vus. Voilà, et il y a un petit peu de pauvres, entre guillemets. Sauf que là, on voit que la pauvreté est en train d'augmenter. Donc la classe moyenne, elle est en train de s'appauvrir. Oui, effectivement, c'est en partie les gilets jaunes, qui globalement pensaient être protégés toute leur vie, et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, et pourtant, on a énormément de dépenses publiques. Donc c'est bien qu'il y ait un gaspillage. Moi, je vois sur ma chaîne YouTube, j'ai les commentaires peut-être les plus réguliers, c'est où va l'argent? Où va l'argent? Où va l'argent? Parce que c'est vrai que c'est ça. L'argent, il est là. On paye des impôts, les dépenses publiques augmentent, mais pourtant, les services sociaux, services publics se détériorent. On est de moins en moins en sécurité, à part pendant les JO, parce qu'évidemment, on appelle toutes les polices du monde, donc forcément, alors là, il y a 30 000 policiers dans Paris. Il y a un policier au mètre carré dans Paris. Jamais donc, vu. non, mais bon, on se dit, bon, est-ce qu'il faut en arriver là? Bon, encore une fois, non, moi, je pense qu'il faut du sérieux, il faut de la responsabilisation. Le problème, c'est qu'on ne responsabilise pas les Français, on ne leur dit pas la vérité. Ouais, c'est comme quand aujourd'hui, au niveau de l'éducation nationale, on dit ah ben, il faut que tout le monde ait un bac plus 5. D'accord, mais dans quel domaine? C'est ce que je veux dire. Parce que c'est bien d'avoir plein de bac plus 5 en histoire de l'art, etc. J'adore l'histoire de l'art, c'est super, hein, sauf que où sont les débouchés? Ils sont quand même très limités, vous voyez. Et pourtant, on a des pénuries de main-d'œuvre. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui voudraient embaucher, mais il n'y a personne en face, notamment dans l'industrie. On nous parle de la réindustrialisation. Excellente idée. J'allais y venir d'ailleurs sur le Made in France et ce qu'avait essayé d'initier Arnaud Montebourg en son temps. Quel est votre point de vue sur ce sujet-là? Mais ça, c'est une excellente idée, bien entendu. Mais encore faut-il avoir la main-d'œuvre. Est-ce qu'on a encore une activité en France? C'est ça le problème, c'est que, encore une fois, c'est la consommation qui permet aussi cette croissance, c'est le poste principal. Alors oui, mais la consommation, si vous voulez, deux points, parce que là, il y a plusieurs questions. Le problème, c'est que ça, encore une fois, une erreur stratégique des dirigeants français. Dans les années 80-90, on nous a dit on veut une économie française sans usine. Ça ne sert à rien l'industrie. Quelle erreur stratégique. Vous comprenez? On est à une époque de démarrage de la mondialisation et de spécialisation de pôles où il y avait l'Asie qui était industrielle et l'Europe qui était... Oui, mais il faut regarder ce qu'ont fait les Allemands. Ils ont gardé une industrie de pointe, ce qui les a sauvés. Alors le problème, c'est qu'après, ils ont arrêté le nucléaire, c'est ce qui les a tués là dernièrement. Mais bon, ils vont redémarrer. Mais globalement, nous, heureusement qu'on a gagné le nucléaire, mais je vous rappelle que les dirigeants actuels,
voulaient arrêter le nucléaire. C'était, oui. Hein, c'était- ceux NFP, etc., Hollande et tout, ils voulaient arrêter le nucléaire. Même Macron, au début, il voulait le réduire au maximum. Heureusement qu'on l'a gardé. On a vu le cas Alstom. Heureusement qu'on l'a gardé. Donc, tout ça pour dire que faire attention à ces erreurs stratégiques. Donc maintenant, on veut réindustrialiser. C'est une très bonne idée. Sauf que comment on fait? Il n'y a pas la main-d'œuvre. Alors heureusement que les chambres de commerce, etc., réussissent à se développer. Maintenant, même les entreprises elles-mêmes, j'ai fait une conférence il y a quelques temps sur les chantiers navals, vous savez, Saint-Nazaire, ça cartonne, d'ailleurs tant mieux pour eux. Et donc le dirigeant m'expliquait qu'ils ont créé leur propre école en interne. Comme en fait, il n'y avait pas les formations adéquates et qu'eux, ils avaient besoin de tel ou tel métier, ben, ils ont créé leur propre école en interne. C'est quand même assez incroyable. Ouais, donc l'usine, c'est l'entreprise qui crée son école pour avoir la main-d'œuvre. Donc, que fait l'éducation nationale, qui est la plus chère du monde? Exactement. Vous comprenez? Donc, non, il y a un problème, encore une fois, d'allocation des moyens et donc de formation. Donc là, la clé de demain, ça va être la formation. Après, pour réindustrialiser, il ne faut pas se leurrer aussi. Il faudra réduire la pression fiscale, réduire la pression réglementaire, améliorer le fonctionnement du marché du travail, qui est là aussi l'un des plus complexes du monde. Vous comprenez? Combien d'entreprises aujourd'hui, on parlait tout à l'heure des défaillances d'entreprises, qui sont en train d'exploser. Alors, parce qu'il faut rembourser le PGE, c'est aussi une erreur. On disait à tout le monde, faites des PGE, les prix garantis par l'État. Aujourd'hui, il faut les rembourser, même si ça ne coûte rien, il faut quand même les rembourser. S'il n'y a pas d'activité, comment je les rembourse? Donc, beaucoup d'entreprises déposent le besoin pour ça. Il y a le problème également des contrôles, URSSAF, etc., fiscaux et autres, des entreprises tout à fait logiques, tout à fait saines. Et donc, ça qui est dangereux, c'est qu'on a les entreprises zombies, donc qu'on a entretenues artificiellement dans le coronavirus, qui entraînent dans leur sillage les bonnes entreprises, les entreprises saines. Alors comment? C'est très simple. Vous êtes une entreprise saine, vous avez une commande d'une entreprise zombie, mais vous ne savez pas que c'est une zombie. Donc elle vous passe une commande, ben, vous la respectez, puis au moment de payer, l'entreprise zombie disparaît. Elle ne vous paye pas. Donc vous pareil, après vous ne payez pas vos fournisseurs, et ainsi de suite. Encore une fois, l'économie, c'est du bon sens. Simplement, il faut être sur le terrain. Il faut regarder la réalité. Et nos dirigeants, les économistes de salon, ben, comme leur nom l'indique, ils sont dans leur salon. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas effectivement sur le terrain, ils ne comprennent pas la réalité économique. Et c'est ça qui fait mal aujourd'hui à la France. Et moi, je le dis très honnêtement, je vois tous les jours des chefs d'entreprise, des particuliers qui me disent « je vais quitter la France ». C'est très dangereux, ce mouvement. Il faut restaurer la crédibilité de nos dirigeants, la crédibilité de la France. Sinon, évidemment, on se gargarise avec les entreprises étrangères qui investissent en France. Pourquoi elles viennent en France? Parce qu'on leur fait des cadeaux fiscaux. Il ne faut pas se leurrer. Puis une fois qu'il n'y a plus de cadeaux fiscaux, elles repartent. Et donc, ça aussi, pourquoi on fait des cadeaux fiscaux aux entreprises étrangères et pas aux entreprises françaises? Vous voyez? Voilà. Donc, encore une fois, c'est, je dirais, de la clarté, de la transparence et du bon sens. C'est ça qui nous manque, qui nous fait défaut en France. Vous avez aussi le mouvement inverse, où vous avez des valeurs sûres en France, que ce soit dans le high-tech, la technique, qui finalement sont rachetées par des entreprises américaines et qui empêchent cette croissance ça, sur les nouvelles technologies. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il y a des bonnes entreprises françaises. D'ailleurs, les entreprises françaises sont très bonnes. Qui n'ont pas la possibilité. Moi, je le dis à chaque fois, les entreprises françaises sont bien plus compétitives que les entreprises étrangères, parce qu'avec tous les boulets qu'on a en termes fiscaux, réglementaires, l'absence de croissance, etc., les entreprises sont toujours là, c'est qu'elles sont très fortes, beaucoup plus fortes qu'ailleurs. Donc bravo à elles. Sauf que vous l'avez dit, à partir d'un certain moment, si elles grossissent, elles n'ont plus les moyens de se financer, et hop, c'est les étrangers qui viennent les racheter. Et donc ils partent aux États-Unis, notamment dans la high-tech, et ça c'est dangereux. Pourquoi c'est ça? Parce qu'il y a un problème de financement de l'investissement. Il nous manque un acteur de financement de l'investissement, parce que l'État peut financer, les banques peuvent financer, d'accord, mais ça ne suffit pas. Il nous faut des fonds d'investissement sur le long terme, ce qu'on appelle des fonds de pension, mais en France, le terme est galvaudé, qui gèrent la retraite notamment, mais surtout qui investissent sur du long terme, donc qui peuvent prendre des risques. C'est pour ça qu'aux États-Unis, ils financent l'investissement innovant, les start-up, comme on dit d'ailleurs, et ce qui permet justement de regarder dans les GAFAM. Est-ce qu'il y a une Française dans les GAFAM? Est-ce qu'il y a une Européenne dans les GAFAM? Non, des Américaines. Ils ont essayé de construire des... C'est embêtant, vous comprenez, et parce que justement, on n'a pas assez innové, on n'a pas de financement de cet investissement. Alors avant, dans les années 60-70, c'était l'État qui faisait l'investissement innovant. Vous voyez, le TGV, le Concorde, l'aérospatiale, et ainsi de suite, bien sûr, le nucléaire, etc. Bref, Airbus. Sauf qu'aujourd'hui, l'État n'a plus les moyens parce qu'il est surendetté. Donc il perd son rôle. Vous savez que si on reprend le poids des dépenses publiques, l'investissement, c'est seulement 7% des dépenses publiques. Et qu'on est très très loin du compte. Donc c'est ce qui fait qu'il nous manque un acteur, et c'est pourquoi les entreprises françaises, dès qu'elles veulent croître beaucoup plus que ce qu'on leur permet ici, elles vont voir ailleurs pour trouver des financements à l'étranger. C'est quand même triste.
qu'on n'ait pas compris que nous avons besoin de ces fonds d'investissement. Alors nous, en France, on dit, voilà, les investissements, les fonds d'investissement, c'est des vautours, etc. Évidemment qu'il y en a. Là, il faut lutter contre eux. Mais il y a aussi des bons fonds d'investissement. Il ne faut quand même pas exagérer. Donc voilà. Donc c'est encore une fois ce problème de pragmatisme, de réalisme économique qui nous fait défaut en France et que nous sommes en train de payer. Je pense que la facture, là, elle est en train d'arriver. Alors, on me dit parfois que je suis pessimiste. En fait, c'est complètement faux. Je suis de nature optimiste. Je suis très optimiste même, de nature. Et d'ailleurs, si on se souvient, en 2008-2009, j'étais l'un des rares à dire que ça allait redémarrer. Et je dis que nos entreprises peuvent encore redémarrer aujourd'hui, qu'on peut encore s'en sortir. Je fais des propositions notamment pour relancer l'économie française également. Mais il faut être aussi réaliste. Oui. Dire la vérité, c'est pas être pessimiste. C'est ça qui est fou. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'à force justement de ne pas vouloir écouter le réalisme, là, on risque de vraiment se planter, quoi. Et ça va faire mal. Parce qu'on n'est pas du tout préparé. Alors peut-être que c'est ce qu'il nous faut. C'est ce que je me dis aujourd'hui, parce que peut-être qu'on doit toucher le fond de la piscine pour pouvoir remonter. Le problème, c'est que, regardez la Grèce, quand vous plongez, vous ne savez pas comment vous allez remonter, et au bout de combien de temps vous allez remonter. Et c'est ça, moi, qui me fait peur, parce que comme on n'est pas préparé à ça, voilà. Mais j'ai confiance. La France est quand même un grand pays, donc elle a les moyens de rebondir, mais pour ce faire, il faut du pragmatisme, il faut de l'honnêteté intellectuelle. Il faut que les médias fassent cette honnêteté, qu'ils arrêtent de faire du parti pris, qu'ils disent la vérité. Ça, c'est un gros problème aujourd'hui. Et alors, encore plus fort, quand on dit la vérité, on est traité de complotiste. Ça, j'adore. Ça, c'est quand même incroyable. C'est pour ça que dans mes vidéos, je montre les graphiques. C'est des graphiques avec des chiffres officiels, de l'INSEE, du FMI, etc. C'est pas mes chiffres. Alors, des fois, je mets mes prévisions, mais sinon, ce sont des chiffres officiels. Donc, ce n'est pas du complotisme. Ce sont des chiffres de Bercy. De Bercy, exactement. Mais moi, ça m'interpelle, parce que je me dis... Qu'est-ce qu'on veut pour demain ? Quand on dit la vérité, on vous dit vous êtes complotiste. Mais attendez, vous êtes pessimiste. Quel rapport ? Vous voyez, je ramène des chiffres, je ramène des faits. Ceux qui font des spéculations, etc. Là, d'accord, ok, c'est problématique. Et moi, vous pouvez regarder toutes mes vidéos, je n'ai jamais effectivement fait des spéculations bizarroïdes. Non, je dis les faits. En face de la situation dans laquelle on est-ce que vous diriez que la classe moyenne française peut avoir peur pour son épargne? Oui, je vais être très honnête, oui. Ça peut être un cas de figure. Bien sûr. Si vous voulez, c'est pas nouveau. Quoique ça a même moi, la première fois que j'ai entendu ça, je ne veux pas donner dans le détail, mais j'ai fait une conférence justement, c'était pour des parlementaires, je me rappelle. C'était en 2007, je crois. Et je me souviens parce que c'était juste avant que je quitte Natexis, justement, que je crée mon cabinet. Et donc, 2007, effectivement, j'ai appris que c'était dans les tuyaux, que ce projet de taxer l'épargne était dans les tuyaux. Déjà, on est en 2024, donc jusqu'à présent, on a évité le pire, sauf que comme on n'a fait que des bêtises, pour rester poli, eh bien, on voit bien qu'aujourd'hui, comme on est numéro 1 en termes de pression fiscale, ça n'a jamais été aussi élevé, donc on ne peut plus encore taxer, on va dire, les entreprises, le revenu, la CSG, on peut pas encore augmenter tout ça. Donc qu'est-ce qui reste? L'épargne. Donc, et attention, ne vous trompez pas, ce ne sera pas l'épargne des riches qu'on va taxer, parce qu'elle n'est plus là, l'épargne des riches. Ça sera toute l'épargne. Et alors, il n'y aura pas une ponction, je ne pense pas. En termes de ponction, ça me paraît compliqué à mettre en œuvre. Par contre, un impôt forfaitaire pour toute l'épargne, ça, c'est possible. Ah, c'est possible. Mais non, je ne le souhaite pas, attention, ce n'est pas ce que je préconise, pas du tout. Non, surtout pas. Bien sûr. Mais quand je vois, quand je vois le dérapage aujourd'hui de nos dirigeants, l'impréparation, si vous voulez, voire parfois l'irresponsabilité, et de ceux qui veulent être dirigeants demain. C'est de l'incompétence, c'est de... Parce que ces gens-là... Moi, des fois, je me demande si... après, Bruno Le Maire... On rentre dans un... Non, Bruno Le Maire, il a essayé, il a fait ce qu'il pouvait, entre guillemets, parce qu'il y avait au-dessus, il y avait Macron qui lui disait non, tu baisses pas les dépenses publiques, donc il les a pas baissées, tout simplement, je pense que c'est ça. Puis après, il y a eu... Vous savez, c'est comme les toxicomanes, enfin, je n'ai jamais été, fort heureusement, mais c'est parce que j'entends, une fois que vous avez goûté à la drogue, vous ne pouvez pas vous arrêter. Donc c'est pareil, une fois que vous avez goûté à l'argent magique, à la planche à billets, à la dette publique, vous ne pouvez pas vous arrêter. Pourquoi s'arrêter? Donc on n'arrive pas. Donc c'est compliqué de s'arrêter. Il faut une force de caractère. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut des gens neufs, si vous voulez, peut-être pour dire stop, qui n'ont pas touché à cette cocaïne. Mais malheureusement, quand j'entends d'autres, eux, ils adorent ça. Et encore une fois, la dépense publique, la dette publique, et ça ne fonctionnera pas. Donc c'est ça. Et ceux qui veulent, aujourd'hui certains qui veulent le pouvoir, qui nous disent, ouais, on va encore augmenter la dépense, on va augmenter les impôts, on va taxer l'épargne, on va punir les riches, etc. C'est quoi cet aspect de punition? À part les voyous, sinon les gens qui ont de l'épargne, ils l'ont gagné honnêtement. Parce que je veux dire, et n'oublions pas que l'épargne, c'est quoi l'épargne? C'est de la sécurité.
Mais surtout, l'épargne, c'est ce qu'on appelle un résidu. Ça veut dire, vous avez votre revenu, vous consommez, ce qui reste, c'est l'épargne. Donc elle a déjà été taxée. Et tous les ans, elle est taxée, l'épargne. Tous les ans, il y a des frais sur votre épargne. Tous les ans, vous êtes taxé via l'inflation qui réduit la valeur de votre épargne. Oui, bon. Donc on est déjà taxé en permanence sur l'épargne. Et vous voulez encore rajouter cela. Mais pourquoi punir les Français qui ont mis des années à acquérir cette épargne? Certains pourront vous dire, pour justement inciter les gens à essayer d'investir et de dépenser, de consommer. Évidemment, mais encore faut-il leur proposer des produits intéressants. Parce que si vous leur dites, bah, vous achetez de la dette publique française, moi je veux bien, sauf que la dette publique française, on sait très bien, malheureusement, c'est du gaspillage. Donc c'est compliqué. D'où mon idée des fonds de pension, où là, effectivement, vous avez de l'épargne qui est garantie sur 30 ans, voire 40 ans, et c'est vous, le ménage, l'épargnant, qui décide où va aller votre épargne. Ce n'est pas la banque ou l'État ou qui que ce soit qui va dire, ah ben non, on va la mettre là. Non, vous décidez vous-même. Parce que sinon, vous êtes responsable. Sauf que là, encore une fois, on ne responsabilise pas les Français. Ça tient du manque de culture économique. Comme on n'est pas responsabilisé sur l'économie, bon, on laisse faire. On dit, oh, ok, je vous fais confiance, hein, allez-y. Faut arrêter. Rappelez-vous, quand il y a eu la crise des subprimes, il y avait à l'époque ce qu'on appelait des SICAV monétaires dynamiques. On faisait confiance. SICAV monétaire dynamique, c'est quoi? Rien que le nom, il y a un problème. C'est un oxymore, comme on dit. C'est-à-dire que SICAV monétaire, c'est-à-dire sans risque, dynamique à rendement élevé. D'où vient le rendement élevé? Des subprimes. Ça, on ne le disait pas. Qui sont à risque. Et puis après, quand ça a explosé, évidemment, on a tout perdu. Donc, c'était des SICAV monétaires. Ah ben, c'est embêtant, comprenez? Non, il faut aujourd'hui justement avoir cette culture économique. Comme ça, on va réussir à rehausser le pays. Mais cette mentalité de vouloir toujours ponctionner, justement punir, parce que c'est ça. Le pauvre épargnant qui a mis toute sa vie, oui, pour épargner un petit peu d'argent. Je ne parle pas de l'ultra-riche, qui de toute façon, lui, il n'est plus là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pourquoi on va le punir, encore une fois? Et puis surtout, n'oubliez pas que l'épargne, après, les épargnants le remettent à leurs enfants, etc. Alors on me dit, oui, mais il y a des gens qui n'ont pas d'épargne. Ben oui, mais justement, ça sert à ça, l'État. L'État-providence, il est là. Il est là justement pour s'occuper des personnes qui justement sont en difficulté. Sauf qu'on dépense tellement n'importe comment qu'on n'a pas l'argent pour s'occuper des personnes en vraie difficulté. Puis là aussi, il faudra faire, entre guillemets, le ménage, voir tous les abus qu'il y a. On le sait très bien qu'il y a des abus avec des gens qui sont à l'étranger, qui touchent quand même des aides, etc., qu'il y a de la fraude fiscale, etc., et autres. On sait très bien tout ça. Les paradis fiscaux au sein même de l'Union européenne aussi. Alors ça, c'est différent, parce que c'est de l'évasion fiscale, donc c'est plus compliqué, mais ça aussi, vous avez raison, il faudra mettre en place une uniformisation de la fiscalité européenne. Justement, est-ce que la souveraineté, ce que vous appelez plus ou moins, c'est une reprise de contrôle de l'économie française, donc une part de souveraineté aussi, est-ce que c'est possible dans le schéma européen actuel? Alors, c'est possible. Bruxelles. Alors, le problème, c'est qu'on me dit, voilà, faisons le Frexit, et vous voyez, ça va bien se passer. Alors, c'est que moi, par exemple, sur le Brexit, je disais que ça n'allait pas être si catastrophique que ça pour le Royaume-Uni. D'ailleurs, ce qui a été le cas, le Royaume-Uni ne s'est pas effondré comme certains l'annonçaient, parce qu'ils ont une certaine résistance. Seulement, nous, on n'a pas cette résistance, nous les Français. Alors déjà, première différence, le Frexit, ça veut dire on quitte la zone euro. Donc on change de monnaie. Donc, comment fait-on? C'est très compliqué. Et ça peut justement générer de l'inflation, etc. Un capharnaüm. Rappelez-vous, quand on est passé du franc à l'euro, c'était très jeune, mais ça a été extrêmement compliqué. Donc là, passer de l'euro au franc, je ne sais pas trop comment on va faire. Mais bon, admettons qu'on y arrive. Le problème, c'est qu'on n'est pas prêt économiquement parlant. Parce que si, admettons, on quitte la zone euro, il n'y a plus les achats de la Banque centrale européenne, il n'y a plus la couverture, la protection de la Banque centrale européenne, donc les taux d'intérêt, hop, ils vont exploser. Donc c'est pour ça que je dis, avant de penser à ça, peut-être qu'un jour on devra le faire, parce que moi je l'ai écrit il y a très longtemps, j'avais dit quand la zone euro explosera, j'ai fait un livre en disant justement, la zone euro en l'état, elle ne peut pas perdurer, parce que ce n'est pas ce qu'on appelle une zone monétaire optimale. Il n'y a pas d'harmonisation des conditions fiscales, réglementaires, etc. Donc ça ne marche pas. Donc il faut qu'on réussisse à faire une autre zone euro, peut-être plus ramassée, avec des pays qui sont vraiment similaires. Là, ce n'est pas du tout le cas. Et donc, ce qui fait qu'on a des chocs asymétriques, comme on le dit, permanents, et c'est extrêmement dangereux. Donc, si, admettons, un jour, la zone euro explose, peut-être ça arrivera, il faut d'abord que la France soit forte. Parce que sinon, on se prendra une claque. Dans l'état actuel des choses. Alors, c'est sûr que certains disent, voilà, mieux vaut, je dirais, la fin dans la douleur qu'une douleur sans fin. Vous connaissez le dicton. Je comprends ça. Ça, c'est vrai. Moi, je suis plutôt pour le bonheur. Je préfère le bonheur, est-ce que je veux dire, que la douleur. Je me dis aujourd'hui, non, il faut plutôt d'abord essayer de réformer la France, rendre la France plus forte. Donc, quand je dis réformer, ça veut dire moderniser la France, l'économie française. Et peut-être qu'après, on aura le choix. Mais si aujourd'hui, vous quittez la zone euro, comme ça, du jour au lendemain,
on n'a pas les moyens de supporter cela. C'est ça, c'est de supporter cela. Et après, qui c'est qui va nous aider? Parce que quand la Grèce s'est effondrée, ben, c'est la zone euro qui a aidé la Grèce. Là, qui va nous aider? Oui, les Américains, les Russes, je ne sais pas qui va nous aider. Vous comprenez, En principe, l'allié, ce serait l'allié américain. Parce qu'on sait que les Français, enfin, en tout cas, l'euro est plutôt proche de... Non, bien sûr. Vous savez, les États-Unis, c'est vrai qu'ils ont eu peur quand on a créé l'euro. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur. Hein. À l'époque, c'était formidable. Et on y croyait, j'y ai cru. J'ai cru que l'euro pouvait concurrencer le dollar. Les Américains aussi ont eu peur de ça. Puis très vite, ils ont compris que c'était impossible. Donc ils étaient tranquilles. Donc maintenant, ils s'en fichent un peu. Oui, quand on me dit, oui, c'est les Américains qui... C'est sûr que la zone euro, l'Europe est souvent le dindon de la farce. C'est-à-dire que les Américains, les Chinois, c'est eux qui se partagent le monde. Et nous, on ramasse les miettes. Ça, c'est vrai. C'est une réalité. Mais par contre, moi, je pense que les Américains ont compris que l'euro n'était pas le danger pour le dollar. Parce que les Américains, ils tiennent leur puissance du rôle hégémonique du dollar. Le jour où ils ont plus ce rôle hégémonique du dollar, ils s'effondrent, les États-Unis. Justement. Donc là, pour l'instant, l'euro ne peut pas concurrencer le dollar. Le seul qui pourrait concurrencer le dollar, c'est le yuan, la devise chinoise. Mais les Chinois ne sont pas prêts, parce qu'ils vont mal en ce moment. Donc ça arrivera un jour que les Américains perdront sûrement leur hégémonie sur le dollar, mais pas avant une dizaine d'années. C'était justement l'angle de ma question, c'était de se dire que l'Occident est divisé donc entre l'Europe plus ou moins et les États-Unis, et qu'on a une tendance à être plutôt atlantiste. Ce n'est pas une tendance, c'est vraiment une direction. Est-ce que dans l'état actuel des choses et les changements géopolitiques avec les BRICS, est-ce que la zone euro, la France en particulier, ne risque pas de payer une défaillance du dollar? Alors, le problème, c'est qu'encore une fois, on n'est pas atlantiste. Enfin, je pense pas. Peut-être certains le sont. Je sais que c'est les rumeurs, etc. Ça, c'est du complotisme, parce qu'on n'a aucune preuve de ça, mais peut-être que c'est vrai, encore une fois. Mais non, je veux dire pas là, c'est que... Oui. Mais en fait, non. Moi, je pense qu'il y a le camp de la liberté et le camp de la dictature. Parce qu'en fait, c'est ça le problème des BRICS. À part l'Inde, c'est quasiment que des dictatures. C'est ça le problème. Donc, et aujourd'hui, l'Inde, d'ailleurs, c'est le pays qui s'en sort le mieux. Voyez. Et les Chinois, je pense qu'ils ont compris également qu'il fallait sortir progressivement de cette dictature en augmentant le pouvoir d'achat des ménages. Mais là, aujourd'hui, ils ont une crise dramatique. Voyez. Et donc, c'est ça, parce qu'on l'a vu pendant le coronavirus. Bon, déjà, nous, on nous a quand même enfermés pas mal. C'était quasiment une dictature. Donc, on a vu, si on a ça, imaginez à vie, une dictature à vie, vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Non. Moi, je dis non. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas plus cher et plus beau que la liberté. Et je l'ai vécu, parce que moi, j'ai dû essayer de voyager pendant le coronavirus. J'ai même été dans des pays où justement c'était la quasi-dictature. Je peux vous dire que là, ça fait peur. Ça fait peur. Donc, non, il n'y a pas plus beau que la liberté. Et ça, je pense encore une fois, alors certains vont dire oui, mais les BRICS, ils ont leur mot à dire, mais attention, il faut redonner la liberté. Le problème, c'est que, ça c'est la grande erreur des Occidentaux, des Américains ou des Européens, ils font une sorte de péché d'orgueil, ils pensent qu'on peut imposer la démocratie aux dictatures. Ben non, ça ne s'impose pas. C'est-à-dire ça arrive. C'est une sorte de maturation qui arrive progressivement. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, avec la Russie, quand beaucoup disent que la Russie va s'effondrer, moi je dis non, elle ne va pas s'effondrer parce qu'il y a un effort de guerre, ils sont dynamiques, ils vont travailler avec l'Inde, la Chine, etc. Et on me riait au nez. La Russie ne s'est pas effondrée. Et ça, vous comprenez, c'est parce qu'on a ce mode de pensée, on pense que tout le monde est comme nous. Mais non. La Russie, elle a son mode de fonctionnement, la Chine a son mode de fonctionnement, ce sont des modes différents des nôtres. On ne peut pas leur imposer le nôtre. Vous comprenez? Et ça, il faut bien le comprendre. Parce que sinon, si on ne comprend pas ça, ça peut se terminer par une guerre. Et quand les Américains ont essayé d'implanter la démocratie dans certains pays, c'est une catastrophe. Regardez l'Afghanistan. Maintenant, c'est pire qu'avant. Ou la Libye plus récemment. Non, ça c'est un drame. Il faut arrêter de faire la guerre à tout va. Il n'y a rien de pire que ça. Est-ce que ça a été un moyen aussi pour le dollar de se maintenir, quelque part, d'avoir une hégémonie pour remplacer le dollar, ça arrivera un jour. Il faut un concurrent. Donc, il n'y a pas de concurrent pour l'instant. Le yen ou les BRICS sont en train de se... Le yuan, oui, le yuan. En fait, il faut une monnaie. Parce que l'idée de dire on va faire un panier de monnaie contre le dollar, ça ne marche pas parce que ce n'est pas liquide un panier de monnaie. Par exemple, vous dites... Le pétrole, il est libellé en dollars. Bon ben voilà, vous savez au jour le jour combien ça coûte un baril de pétrole. Si vous avez un panier de monnaie pour faire le prix du pétrole, comment vous allez vous couvrir? C'est complexe, c'est compliqué. Alors on me dit, ça peut être l'or. Mais l'or, vous n'allez pas vous trimballer avec vos lingots d'or dans la rue, voyez, ou vos pièces d'or, ça c'est bon. Donc, néanmoins, les réserves chinoises ne font qu'augmenter. Exactement. D'ailleurs, c'est pourquoi j'arrête pas de conseiller, d'ailleurs, sur ma chaîne YouTube notamment, l'or depuis des mois et des mois, et ceux qui m'ont écouté, ils ont eu raison, parce que finalement, ça a bien fonctionné. Donc l'or, oui, c'est la valeur refuge, c'est évident, comme le franc suisse également. Par contre, là, on parle de la monnaie mondiale, la monnaie des transactions mondiales. Pour ce faire, il faut une monnaie qui soit, dans un premier temps, forte.
C'est-à-dire que le yuan, je pense, il pourra le faire un jour. Mais quand quand la Chine aura les moyens de supporter un yuan fort. Vous avez vu dernièrement, le yuan s'est déprécié. Parce que justement, les Chinois, ils vont mal. Donc, si le yuan s'apprécie, l'économie chinoise va s'effondrer, et donc, ils auront rien gagné, les Chinois. Donc, il faut d'abord que l'économie chinoise soit plus forte. Et malheureusement, on voit les travers sur la crise immobilière en Chine, etc., sur les confinements, etc. Donc, il faut que la Chine, on va dire, se modernise encore. Ça va arriver, hein, mais ce n'est pas encore le temps. Et là, peut-être qu'ils pourront concurrencer le dollar. Donc, en fait, les Américains, très honnêtement, hein, il n'y a pas de risque à court terme sur le dollar, parce qu'il n'y a pas de concurrent. Le jour où il y a un concurrent, là où, effectivement, les Américains vont s'effondrer. Parce que s'il n'y a pas le dollar, parce que les Américains, ils sont également encore plus entêtés que nous. Alors même s'il y a plus de croissance que nous, mais si nous, on ne finance pas la dette publique américaine grâce au poids du dollar, alors là, les Américains, ça va être une catastrophe. Mais ce n'est pas pour maintenant. Ça sera pour, je pense, une dizaine, 10-15 ans, quand les Chinois seront prêts. Ça ne va pas arriver moyen terme. Oui, ce n'est pas très long terme, mais ce n'est pas pour tout de suite. Mais donc, c'est le fait que, soit quand on dit oui, les Américains veulent faire ci pour empêcher... Bon, c'est clair que souvent, il y a eu malheureusement beaucoup de belliqueux parmi les dirigeants américains qui voulaient absolument faire la guerre, pour différentes raisons. Ça, c'est une catastrophe. Parce qu'il n'y a rien de pire, finalement. Et on le voit ce qui se passe, évidemment, aujourd'hui, malheureusement, entre la Russie et l'Ukraine. Combien de morts, combien de destructions pour arriver à quoi, finalement? Voilà. Donc, c'est quand même compliqué. Mais il faut éviter ça. Encore une fois. Et donc voilà, donc je pense qu'il faut être... Là aussi, c'est pareil, c'est du pragmatisme. Mais c'est clair que, vous voyez, je pense que l'économie, c'est quand même, malgré ce qu'on dit, c'est elle qui a le dernier mot. Parce qu'aujourd'hui, la Chine va mal et donc elle n'a pas envie de se lancer dans des guerres, etc. ou autres. Tant mieux d'ailleurs. C'est d'ailleurs la philosophie au niveau international, la philosophie chinoise, c'est le commerce, justement. Exactement. Vous savez, moi, je dis souvent, j'étais plusieurs fois en Chine et je suis toujours surpris, et ça on le sait peu, du caractère en fait capitaliste des Chinois. Je pense qu'il n'y a pas plus capitaliste qu'un Chinois. Parce que c'est un système communiste, c'est vrai, mais dans le mode, c'est une dictature, quoi, dans le mode de fonctionnement. Par contre, les Chinois adorent l'argent. Ils adorent le profit. Donc, c'est un peu paradoxal, mais ça passe. Ça passe tant que leur niveau de vie s'améliore. Le jour où ce n'est plus le cas, alors là, le système peut exploser. C'est pourquoi les Chinois, aujourd'hui, ils ont compris qu'ils ont trop enfermé les gens avec le coronavirus, et les pandémies en sens général, et donc la dictature a ses limites. Donc il faut aussi donner la liberté aux gens et donner du pouvoir d'achat. Parce que si, à la rigueur, vous avez du pouvoir d'achat qui augmente, vous pouvez accepter la dictature. Mais si votre pouvoir d'achat baisse, à la fin, qu'il n'y a que des très riches, entre guillemets, parce que c'est pareil, hein, dans ces pays-là, il y a des très riches, c'est l'establishment. Bien sûr. Mais eux, ils n'ont pas créé des boîtes, non, ils sont dans l'establishment, ils sont bien placés au bon moment. Et ce sont les enfants d'enfants, etc. Bref, donc c'est pas génial. La classe moyenne chinoise se développe, comme vous le disiez. Voilà, c'est ça la clé, c'est que vous savez, moi j'avais compris ça il y a très longtemps. En 2000, j'avais eu la chance de voir l'un des patrons de la Bank of China à l'époque, et qui m'avait expliqué, il m'avait montré, alors c'était une banque donc évidemment d'État, donc qui était très politisée, et il m'avait dit, mais fait un plan à 20 ans, donc jusqu'en 2020, je m'en rappelle toujours, et quasiment tout ce qu'il m'a dit à l'époque, en 2000, s'est réalisé. Incroyable. Mais surtout, il m'avait dit, parce que je lui avais quand même posé la question en termes justement de démocratie, est-ce que ce n'est pas dangereux et autres, il m'avait dit, vous savez, on est conscient de ce danger, mais on pense que plus le niveau de vie s'améliorera, et finalement, on pourra continuer progressivement. Comme ça. Voilà. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait 100 millions de Chinois qui vivaient correctement. Aujourd'hui, ils sont 700 millions. Donc il manque encore quasiment 700 millions qui attendent, hein, mais, donc, parce qu'il y a 1,4 milliard d'habitants à peu près en Chine, mais néanmoins, passer de 100 millions à 700 millions en une quinzaine d'années, c'est énorme. C'est énorme. Vous voyez. Donc ils ont fait quand même une bonne partie du boulot, sauf que là, ça s'arrête. Et ça, c'est inquiétant parce que depuis 2020, finalement, bon, il y a eu un petit rebond en 2021-2022, mais là, la Chine, elle n'arrive plus à retrouver la croissance forte. Il y a une Chine vieillissante aussi, avec une politique de natalité qui va se remettre en place. Complètement. J'aimerais que nous concluions sur la France, bien sûr, et sur les perspectives. Est-ce qu'un départ d'Emmanuel Macron serait la meilleure, serait une des possibilités qui serait la... encore une fois, le problème, c'est qu'on ne voit pas d'issue. Moi, en tout cas, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'aime voir des issues parce qu'à tout problème, il y a une solution, comme disait Einstein. Ce serait rencontrer le mur en même temps. Voilà. Alors provoquer de nouvelles élections. Voilà. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution. Donc, moi, je pense qu'effectivement, ça peut être une des solutions parce que je m'imagine mal quand même, M. Macron, gérer le pays pendant 2 ans et demi sans majorité. Pendant 2 ans et demi, on ne va pas passer de loi. À chaque loi. Un an et refaire des élections. Ouais, mais pareil, quel prix ? pourquoi attendre même une année ?
Et si au bout d'une année, les élections législatives, il y a la même chose qu'il y a quelques mois, on s'en sortira pas. Donc moi, je pense qu'il faut un électrochoc. Ça pourrait être effectivement, je dirais, voilà, une démission. Bon, il a essayé, ou alors, voilà, il a essayé, il n'a pas réussi, ça peut arriver. Mais encore une fois, on est dans le déni. On nous dit, ah ben non, mais tout va bien en fait. C'est ce qu'a dit M. Macron, hein. Tout va bien. Regardez, la vraie vie, c'est les Jeux Olympiques. Incroyable une phrase pareille. Comme disait l'autre, un président ne devrait pas dire ça. Exactement. Donc, voilà. Donc moi, je suis un petit peu déçu et je suis triste. Parce qu'on aime la France. Hein, c'est un pays formidable. Moi, j'aime la France d'année en année, depuis des années, justement, depuis 30 ans, comme vous l'avez dit. Et c'est un pays formidable. Et donc, on voyait arriver ce danger. Et on n'osait pas trop le dire, parce que bon, sinon, voilà, on vous dit, ah, vous êtes pessimiste, etc. Et là, on est dedans. Là, on est face au mur. On est dans le mur. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, c'est la grande question. Et j'espère que voilà, il y aura des personnes qui vont réussir à sauver la France. Moi, j'ai quand même un scénario alternatif, malheureusement. Je pense qu'on va peut-être qu'on va devoir passer par la case Grèce. Oui, c'est-à-dire ça pète, quoi. Ça s'effondre. Et là, on va comprendre le problème. Et là, on va pouvoir avoir des gens sérieux qui vont effectivement redresser le pays. Parce que la France, c'est un grand pays, elle remontera la pente. Mais tant qu'on continue comme ça, parce qu'on ne veut pas toucher le fond de la piscine, donc vous voyez, on frôle le fond de la piscine, donc on ne peut pas rebondir, vous voyez, on se noie. Vous voyez, on se noie. Ça, c'est très dangereux. Donc, pourquoi pas peut-être qu'il faut comprendre ça, et après, ça redémarre. Alors, bon, le problème, c'est qu'une crise, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit, surtout comment ça finit. Donc, j'aimerais qu'on évite ça, parce que bon, mais aujourd'hui, je ne vois pas trop. Ça va être compliqué, donc voilà, il faut se préparer à des mois un petit peu compliqués. En tout cas, comme je dis souvent, carpe diem. C'est-à-dire qu'il faut profiter de l'instant présent, parce qu'on ne sait pas trop de quoi demain sera fait. Donc voilà, ce qui est pris n'est plus à prendre. Et voilà, je pense que ça doit être une philosophie de vie. Il faut regarder vers l'avenir, il faut investir, il faut innover, il faut consommer, il faut être heureux et surtout, il faut construire. Et il faut lutter contre les destructeurs. Et il faut effectivement faire en sorte que ces destructeurs se calment, voire, je sais pas, c'est vrai que j'aimerais pas que ce soit les très riches qui quittent la France, j'aimerais que ce soit eux qui quittent la France, qu'ils aillent au Venezuela ou où ils veulent appliquer leur théorie. Que la classe politique hors sol laisse un peu la France tranquille, et surtout pour ceux qui veulent investir. Qu'on laisse la classe modeste dont je suis issu monter. Bien sûr. Monter, parce qu'on ne la laisse pas monter. Et ça, c'est dramatique. Vous vous rendez compte, moi, quand j'étais justement en stage HLM, j'habitais donc Orly, il y avait une étude qui avait été publiée, 85% d'une classe d'âge n'avait pas le bac. Donc on les comptait sur le doigt d'une main. D'ailleurs, il n'y avait pas de lycée à Orly qui ont passé le bac. J'allais à Thiers, une ville d'à côté, bref. Et je m'en suis sorti, vous vous rendez compte, et je me dis, c'est beau, mais malheureusement, il y en a qui sont restés, qui n'ont pas eu cette chance. Et aujourd'hui, quand on sait qu'il y a 60% de taux de chômage des jeunes dans les cités HLM, en moyenne, ça fait quand même froid dans le dos. Donc non, c'est quoi pour ces jeunes? C'est quoi l'avenir? C'est le deal? C'est le crack? C'est quoi cette société? L'économie, c'est aussi un moyen de lutter contre l'insécurité. Exactement. Il faut redonner de la sécurité, du bien-être, de la quiétude. Et ce n'est pas en attisant les braises, en voulant tout détruire qu'on va y arriver. J'aimerais tant que notre jeunesse, elle comprenne ça. Parce que c'est vrai que quand on est jeune, on a envie de tout casser, bon, c'est normal. Mais ne faites pas confiance à ces gens-là, qui pensent qu'à eux finalement et qui veulent juste détruire. Et le plus important, le plus beau dans la vie, c'est de construire. Eh ben, on va finir sur cette note positive. Comme toujours, vous avez toujours une bonne nouvelle et une chose positive à apporter, Marc Toiti. Merci infiniment. Avec plaisir. Continuer comme ça, on a besoin évidemment du parler vrai. De faire de la pédagogie, de transmettre et d'expliquer ce qui est un peu plus flou pour les gens et ce qui n'est pas suffisamment expliqué, comme vous le disiez, sur les médias mainstream. Chers spectateurs, merci de nous avoir suivis une nouvelle fois sur la chaîne YouTube d'Omerta. Je vous rappelle que l'ensemble de nos contenus sont disponibles sur le site www.omertamedia.fr et sur l'application Omerta. Omerta, c'est aussi un magazine, ne l'oubliez pas. Toutes les informations sont sous cette vidéo en lien. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube d'Omerta.